Donc aujourd'hui, changement de format, je voulais commenter les différents tests que j'utilise à Motion Lab. On m'a posé beaucoup de questions la dernière fois sur les tests que j'utilise le plus, pourquoi je les utilise. J'arriverai pas à parler de tout, mais par contre, je veux juste qu'on regarde. Il y a 5-6 tests que j'utilise énormément, plus que les autres, et on va juste regarder à quoi on peut les reconnaître, comment on peut les reconnaître, et juste 2-3 variables pour chacun de ces tests. Ok, donc ici on reconnaît bien le CMJ de la semaine dernière. Donc juste pour en reparler, mais très brièvement, on a bien la phase de stabilisation, on est debout sur les plateformes, le début du mouvement avec le free fall, on évite que ça tombe à 0, ici en Newton. La phase excentrique, okay, avec le peak take-off force qui n'est pas censé être ici, d'accord. Et ici la phase concentrique avec la phase de vol, et la deuxième partie c'est tout ce qui concerne l'atterrissage. Avec les plateformes VALD, quand les points sont bien positionnés et que l'algorithme a bien fonctionné, on peut choisir 4 variables directement. Celle que je regarde immédiatement, ça va être la hauteur de saut en centimètres par rapport à l'impulse et le displacement, et non pas par rapport au temps de vol comme d'habitude. Ou alors juste je vais regarder les deux, je vais comparer les deux, parce que des fois ils vont pas donner exactement les mêmes résultats, et par contre on reviendra dessus plus tard pourquoi je choisis celui-là et pas le temps de vol. L'excentrique RFD divisé par la masse. Je prends le peak take-off force, donc celui qui est en phase concentrique juste avant le décollage, et le peak power, pic de puissance divisé par la masse, l'autre aussi divisé par la masse. C'est toujours la même chose. La puissance, je vais plus la prendre comme indication, et aussi parce que ça parle aux gens pour des bilans. Chose qui va beaucoup moins parler les gens, c'est quand on va leur donner un RFD excentrique. Des fois c'est pas toujours facile à comprendre pourquoi j'utilise cette valeur plutôt qu'une autre. Mais voilà, si c'est pour montrer des données sur un bilan de performance. Ensuite, on va regarder le squat jump. Le squat jump est relativement différent que le CMJ. C'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est qu'on a une phase de stabilisation ici. Là, on est debout concrètement, ou alors même on est même là, dans cette position à 90 degrés. Donc, flexion de genou. Ici, on est stable. Vraiment, ça c'est ce que vous devriez obtenir à chaque fois. C'est-à-dire vraiment une ligne toute droite avec une stabilisation parfaite, et quand vous dites le signal à la personne au bout de 2-3 secondes, il doit se propulser, donc pousser dans la plateforme sans avoir un mouvement vers le bas, un contre-mouvement, que ce soit avec le buste, que ce soit avec les genoux ou peu importe, des bras, la tête. Rien ne doit faire de contre-mouvement, la ligne doit être plate et avoir cette phase d'impulsion ici, donc la phase concentrique directement. Il n'y a dans ce saut pas de phase excentrique. Début de mouvement, là je pousse directement, pic concentrique, phase de vol, atterrissage. Donc là on n'aura que le RFD concentrique. Toujours avec les VALD, on peut afficher jusqu'à 4 variables dans les performances de résultats. C'est pas important parce que je vais pas forcément regarder uniquement à ces 4 là. C'est celles que je vais juste montrer la plupart du temps aux athlètes quand on fait le bilan très rapide à la fin des tests. Mais une chose est sûre, je prends la hauteur de saut, que je compare avec le CMJ, la puissance, le pic de puissance, le concentrique RFD, le peak take-off force, donc la force, le pic de force au décollage, et je vais prendre aussi l'impulse. Ça c'est un test que j'aime bien utiliser, surtout pour voir la différence avec le CMJ. On passe au drop jump, c'est sûrement un des plus durs à interpréter, mais c'est celui aussi qui donne pas mal d'informations. Souvent, sauf si vous faites à la main, mais en utilisant les VALD, vous n'allez pas forcément avoir toutes les informations, mais vous avez toutes les informations sur le graphique, juste les données qui ressortent automatiquement, l'analyse automatique ne vous donnera pas forcément tous les points. Bref, c'est pas la question, tout peut être utilisé sur VALD. Donc, ce mouvement, il est pas difficile à comprendre, mais il faut bien suivre le procédé. Il faut bien vous imaginer qu'on saute d'une box on saute de 30 cm de haut. Donc on se laisse tomber, on ne sait pas un saut d'ailleurs de cette box, c'est vraiment on se laisse tomber de la box, on ne grignote pas même 10 cm en pliant le genou, etc. On se laisse vraiment tomber. On impacte les 2 pieds en même temps sur la plateforme, ça c'est hyper important. Là, l'impact avec les plateformes, premier impact,
Deuxième impact, ici vous avez la phase de décélération et là vous avez la phase concentrique. C'est là où il faut bien suivre. C'est à peu près la même chose que sur le CMJ. La phase excentrique ici par contre elle est nettement plus faible. Par contre la phase concentrique des fois elle n'apparaîtra même pas. Vous allez vraiment avoir ça avec une sorte de petit rebond ici, un retour comme ça, mais c'est très 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 faible. Ici ils mettent Peak Impact Force. Alors j'avais l'habitude quand j'étais à P3 à avoir toujours deux impact spike, donc deux pics de force à l'impact qui sont pour moi importants parce qu'on ne va pas toujours les avoir. Je m'explique. Le premier impact, c'est la pointe de pied. Deuxième impact ici, c'est le talon. Certaines personnes, suivant le sport ou suivant si la personne est trop raide ou peu importe, il y a différentes façons de voir les choses. On expliquera ça plus tard. Mais là, juste pour illustrer, certaines fois, vous allez avoir un seul pic. Puis derrière la phase excentrique et la phase concentrique. Là, il y en a deux. Pointe de pied, talon. Plus la différence entre celle-ci et celle-ci est importante, plus l'impact avec la pointe de pied était, on va dire, faible, on va dire amorti, alors que le talon est venu fracasser le sol. Ça aussi, ça va vous donner des indices. Le pic d'impact sur la pointe de pied aussi peut vous donner des indices suivant si le pic est très important par rapport au pic sur les talons. Vous pouvez aussi avoir la personne qui arrive plat pied, donc un seul pic. La personne qui arrive uniquement sur la pointe de pied, vous allez avoir aussi un seul pic, etc. Ça, c'est toutes des choses qui vont vous donner des indices et on reparlera dans une autre vidéo du drop jump qui, à mon sens, est très très intéressant pour étudier comment les athlètes utilisent leur corps et leur capacité physique. Donc, Impact Spike 1, Impact Spike 2, donc pic de force 1, pic de force 2, pardon, phase excentrique, phase concentrique. Ici, on est dans les airs et il y a la phase d'atterrissage que j'ai pas mise ici. Toutes les fluctuations ici, du bruit majoritairement. Donc, on y pense bien, c'est pas parce qu'il y a un pic que c'est pas un drop jump. Petit point rapide ici pour parler juste de la symétrie. C'est un saut où on va voir des asymétries énormes. Alors ici, c'est pas forcément dans l'ordre. Juste, c'est les 4 choses que je trouve pertinentes et que les gens comprennent assez bien. Et il n'y a pas forcément besoin d'être un génie pour pouvoir interpréter ces valeurs. Vous avez toujours la hauteur de saut, d'accord, en sachant que dans la théorie, le drop jump devrait être plus haut que le CMJ. Et le CMJ devrait être plus haut que le squat jump. On a l'index de raideur active. Ça vaut ce que ça vaut. C'est des calculs sur un autre calcul, donc ça vaut ce que ça vaut. Ça donne des indices et puis moi ça me permet d'en fait expliquer, parce qu'on utilise toute la même plateforme, que tel niveau de raideur active peut pouvoir dire telle chose, pas assez peut pouvoir dire telle chose, etc., etc. On a le temps de contact. Le temps de contact, c'est aussi, suivant qui c'est que vous testez, ça va être un facteur de performance énorme. Généralement, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un sprinter, il faut que le temps de contact soit très court. Souvent, typiquement, les sprinters vont être ceux qui ne vont pas toucher le talon, qui vont être très raides. Et le talon ne va pas venir toucher, mais par contre, ils vont sauter extrêmement haut. Donc là, c'est le temps de contact. Donc là, ici, il est en secondes. Et vous avez le pic de puissance aussi, toujours, divisé par la masse. Alors, l'IMTP, l'isométrique mid-thigh pull, c'est celui où vous venez tenir une barre contre vos jambes et vous venez tirer le plus fort possible et pousser le plus fort possible. Vous avez des pins sur les côtés pour arrêter la barre et vous tenez la contraction pendant 3-5 secondes, c'est à vous de voir. Ici, j'utilise des protocoles de 3 secondes de l'isométrique max. Alors, pour le testing, puis des fois, je vais l'utiliser pour l'entraînement et on va varier peut-être les intensités. Bref. Très facile à reconnaître. Tous les protocoles isométriques que vous allez voir la plupart du temps, et l'isométrique mid-thigh pull, vous pouvez l'utiliser autrement. Donc il s'appellera plus mid-tight parce que ça veut dire milieu de cuisse, mais par contre, vous pouvez l'utiliser pour tester des chevilles par exemple. Vous mettez la barre au niveau des épaules, vous venez pousser et vous pouvez tester la force tout ce qui est le complexe au niveau des chevilles. Vous allez avoir le H-test qui est pour l'épaule. Donc pareil, je viens appuyer le plus fort possible sur une épaule et ça me donne exactement cette courbe. Sur la plateforme, pardon. Je viens appuyer le plus fort possible avec mon bras sur la plateforme et ça me donne ce type de courbe. D'accord ? Il faut bien comprendre que là, la personne, elle est déjà contre les pins, mais elle n'appuie pas. Et là, je viens appuyer le plus fort possible, tenir pendant 3 secondes
et je relâche. Je fais ça 3 fois, je ne pose pas la barre, je relâche et je reprends. 3 fois 3 secondes pour mon protocole. Ce test, c'est un test de force, on va dire max, très bon pour savoir aussi tout ce qui est recrutement neuromusculaire, etc. Encore une fois, je reprécise, le but, c'est pas de détailler ce qu'on peut voir sur chaque saut, d'accord ? Je survole tous les sauts que j'utilise et on les reverra en détail plus tard. Ce que je regarde sur l'IMTP, en plus de l'isométrie, de l'asymétrie, donc la différence droite-gauche, mais qui se voit bien sur les courbes, qui se verra encore plus avec les calculs. D'abord, je veux voir le pic vertical force, donc le pic de force à y mettre vertical, bon, de toute façon ça coule de source, mais le pic de force, d'accord ? Et je vais regarder les RFD entre 50 et 100 millisecondes, entre 150 millisecondes et 150 et 200 millisecondes, voire même celui entre 0 et 50 millisecondes, mais la plupart du temps, il donne pas, enfin je suis pas forcément, c'est trop court, je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui ne donne pas des résultats de ouf. Des fois, ils sont vachement erronés en fait, c'est plutôt ça. Et je vais regarder ces facteurs de RFD. Pourquoi pas la force ? Parce que la force a ses faiblesses. Ça peut donner tant de réponses. Je trouve le RFD plus pertinent dans ce type de test. Le dernier type de test que je vais regarder, ça va être tout ce qui va être ce qui va correspondre aux tests qui étaient mis en place par PreuveTS. J'utilise des plateformes pour améliorer le résultat ou ce que je vais voir de mes tests PreuveTS. Donc ici c'est un squat assessment, donc 20 squats en overhead, et je vais pouvoir faire la même chose avec la fente. Il y aura des limites parce que la fente, par exemple, fente latérale, je ne vais pas avoir les forces latérales, je vais avoir uniquement les forces verticales. Et je ne vais pas pouvoir avoir sur les fentes horizontales, la force horizontale, uniquement verticale. Donc, il y a d'autres plateformes qui permettront de le faire, ça vaut ce que ça vaut, mais moi ça me permet juste d'avoir un petit, des valeurs en plus. Pour finir, je reviendrai la prochaine fois sur le drop jump, je pense, qui me paraît intéressant. Maintenant, voilà, à chaque fois on peut survoler et on peut dire vraiment beaucoup de choses. Il faut bien comprendre que ces tests, ils vont m'aider à faire mon programme, ou à diagnostiquer ou à comprendre pourquoi une personne peut avoir telle ou telle douleur, donner plus d'informations au physio, donner plus d'informations au coach, etc. sur telle ou telle chose, mais c'est pas tout, ça va pas tout faire sur mon bilan et sur ma programmation. Je vais utiliser ça pour améliorer ma programmation, me baser sur certaines choses. Je sais qu'il y a certaines choses que je veux améliorer obligatoirement. Par exemple, si on regardait le RFD tout à l'heure, sur des sports qui sont très explosifs, je veux que le RFD, s'il est dans l'autre sens, inverse, donc très faible au début et fort après, je veux que ce soit inversé, d'accord ? Parce que ça m'a montré plusieurs fois et que la personne devenait non seulement plus explosive, mais sautait plus haut, etc. Et des meilleurs résultats si on arrive à améliorer tout ça. Aussi, ça me sert de baseline. Ça veut dire que des fois, c'est des personnes qui vont même pas avoir forcément de bateau, ou alors sur des jeunes athlètes, ça va être des données que je vais utiliser pour les motiver, parce qu'on va venir les retester très souvent, ou en fin de bloc, ou alors tous les 3 mois, peu importe quand. Et en fait, ça me sert de baseline en disant, ok, avant tu sautais à 20 cm, on a fait de l'entraînement, tu as passé une saison, etc. Soit c'est moins bien, soit c'est mieux. Qu'est-ce que ça a amélioré ? Est-ce que tu es plus fort ? En fait, je veux qu'ils aient un retour. Et c'est vraiment à ça que ça sert aussi de temps en temps. Ça sert juste à objectiver ce qu'ils ressentent et ce qu'on essaie de mettre en place. Parce que beaucoup de fois, on leur fait faire des squats, on leur fait faire plein de choses, du box jump ou peu importe ce que vous voulez, mais ils savent qu'ils sautent plus haut, mais ils ne savent pas combien ils sautent plus haut. Et ça peut être embêtant, ils auront un retour immédiat en termes d'attitude si vous leur donnez des feedbacks. Ça peut être fait avec n'importe quoi. Là, je vais utiliser plateforme de force, mais c'est vrai que si des feedbacks, il peut y en avoir avec MyJump ou MySprint ou peu importe. D'accord, tout peut servir de feedback, j'aime beaucoup ça. Donc voilà, on verra plus tard pour chaque test comment j'interprète les résultats, comment je les utilise pour quel type de personne, voire même je reviendrai encore et je découperai parce que sinon ça fait vraiment des vidéos qui sont très très longues. Du coup voilà, j'espère que ça vous a plu ce nouveau format un petit peu où je montre un peu plus sur la télé. J'espère qu'on m'entend bien aussi et puis laissez un commentaire si jamais vous avez des questions, partagez et puis voilà, gardez la vidéo, sauvegardez-la si ça vous a été utile. Ciao ciao.